À toutes et tous, bonjour mesdames et messieurs, merci pour la confiance et fidélité. Merci pour la confiance et fidélité. C'est bien moi, votre serviteur, le présentateur de votre émission d'échange, d'analyse et de propositions à caractère socio-politique. Vous comprenez que je parle de l'émission Le Congolais s'exprime, qui a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Popol Djamani, le président du parti politique AVR. Alliance de valeurs républicaines. Monsieur Popol Djamani, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. En forme, je pense. Dieu fait grâce. Okay. Bien, mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, on parlera de la révision constitutionnelle. Est-ce que la disposition est conforme à la situation que mènent les Congolaises et Congolaises présentement? Nous allons parler au cours de cette émission. Toujours au cours de cette émission, nous allons parler du dernier discours de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est un président plaintif, comme estime ceux du PPRD et ceux de l'avocat? Nous allons parler tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, toujours tout au long de cette émission, nous allons parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Nous allons parler tout au long au cours de cette émission avec M. Popol Djamani. Je rappelle qu'il est le président du parti politique AVR, Alliance de valeurs républicaines. Popol Djamani, bonjour et comment allez-vous? Oui, comme je disais tout à l'heure, je vais bien, Dieu fait grâce et nous sommes là. Merci encore de nous avoir invités, de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous exprimer pour que nos idées puissent être entendues par l'ensemble de nos concitoyens. Vous êtes président du parti politique Alliance de valeurs républicaines. D'abord, j'ai pu savoir d'où vous est venue la motivation de créer ce parti politique. Ça fait déjà combien de temps que votre parti politique existe? En tant que parti politique, c'est depuis 2018, le 30 juin 2018, que nous avons pensé créer ce parti avec certains cofondateurs. Et nous autres, en fait, moi personnellement, c'est depuis 2011 que j'ai commencé, je me suis lancé dans la carrière politique parce qu'en 2011, j'étais candidat député national pour le compte du Parti travailliste. Et ensuite, je me suis retrouvé tour à tour communicateur et membre du cabinet de Madame Thérèse Landou, Congo Pax. Et après, bon, il était important pour nous, au regard de notre petit passé, notre petite histoire dans la formation politique, de pouvoir nous jeter dans l'eau pour pouvoir créer notre propre parti politique. Pas notre propre parti politique, un parti politique qui veut défendre certaines valeurs, qui veut défendre certaines ressources. Et dans ce contexte-là, avec les amis d'hier et d'aujourd'hui, on a mis en place ce parti Alliance de valeurs républicaines, AVR en sigle, dont je suis président national. Avant de parler profondément de votre parti politique, d'abord j'aimerais savoir, vous êtes un homme politique, d'où vous êtes venu l'idée de faire la politique? C'était quoi la motivation? Bon, vous savez, d'abord, je peux dire que c'est un petit parcours, parce que partout où je suis passé sur le plan académique, scolaire et tout ça, j'ai toujours été un peu bouillant. Ça veut dire qu'on arrivait déjà à m'extirper dans un coin pour dire tiens, il aime gérer la masse, il peut gérer la masse. Et dans cette effervescence-là, je me suis lancé pour dire tiens, parce que j'aime être près des proches des gens, j'aime conduire les troupes. Et donc il fallait que je puisse mettre en place avec certains amis une nouvelle politique qu'il veut à ce qu'on puisse asseoir une certaine vision. C'est dans ces cadres-là que nous avons voulu mettre en place ce cadre politique qu'est l'AVR. Et après avoir passé plus de 11 années au sein de la classe politique congolaise, en fait, qu'avez-vous déjà apporté de nouveau dans la classe politique congolaise? Effectivement, parce que... En fait, à titre particulier, c'est que vous avez déjà apporté de nouveau. D'abord, il faut... Ce qui n'existait pas avant, que vous avez apporté de nouveau. Il faut d'abord connaître que rien ne s'est créé de nouveau, donc rien ne s'est créé de nouveau, mais simplement la plus particularité que notre parti politique a, c'est que nous nous battons... Je parle de vous en tant qu'individu. C'est que vous avez déjà apporté dans le... En tant qu'individu, je parle parce que je parle en tant que d'un parti politique. C'est un individu qui accompagne un parti politique. Le parti politique, c'est l'ensemble des acteurs. Et donc, chaque acteur vient avec des idées qui pourraient être mises en moule et puis pouvoir pousser. C'est ainsi que je dis qu'en tant qu'individu, nous avons pu lire la Constitution. En tant qu'individu, nous avons pu réfléchir sur certaines incertitudes que les constituants de
de la période transitoire avait mis pour pouvoir amener les peuples congolais au référendum avec certaines incertitudes. Et puisque nous devions avoir une constitution, puisque nous devons avoir des institutions, nous avons de manière généralisée opté pour la constitution qui, au jour d'aujourd'hui, commence à démontrer ses insuffisances. Et par ces insuffisances, il nous a été permis, il nous a été donné l'opportunité, en tant qu'acteur politique, de pouvoir penser sur certaines dispositions qu'on puisse revoir. Et donc, en tant qu'individu, en tant qu'acteur politique, en tant qu'homme de recherche, notre parti politique a estimé qu'il faut réviser certaines dispositions constitutionnelles. Bien, je l'ai dit au début de l'émission, vous êtes de ceux qui estiment que en fait, la liste constitution, en fait, la présente constitution doit être abolie ou révisée. En fait, d'abord, je puis savoir combien de dispositions avez-vous ciblées afin de le réviser? Bon, il faut d'abord rappeler ici que lors de la prise de fonction du chef de l'État, lui-même avait estimé qu'il fallait qu'on puisse revoir la Constitution pour qu'on puisse réintégrer les élections à 2 tours. Déjà, par le chef de l'État lui-même, puisqu'on devait avoir une certaine majorité. Il faut rappeler ici que lorsque nous avons des élections à 2 tours, nous n'aurons plus de problème de changement de majorité en pleine législature. Parce que ceux qui vont vouloir accompagner celui qui va se présenter au second tour des élections, il aura déjà consolidé sa plateforme et donc il n'y aura plus de changement. À l'époque, le sénateur à vie Joseph Kabila aujourd'hui, qui était président de la République, avait estimé que les moyens pour les élections étaient un peu colossaux, il fallait les réduire. C'est ainsi que vous avez vu qu'on a quitté de 2 tours à 1 tour. Ce qui a posé problème parce que vous vous souviendrez qu'en 2011, nous n'avons pas eu les élections provinciales. Nous n'avons pas eu les élections locales à ce jour. Et donc, par rapport au discours du chef de l'État, par rapport à ce qui s'est passé à la fin du mandat du président de la République, ça veut dire de 2016 à 2018, lorsque la Cour constitutionnelle a estimé que le président de la République pouvait rester sur son fauteuil présidentiel, sans nous dire clairement les délais pour lesquels il doit y rester, ça a un peu interpellé la conscience politique et collective de ceux que nous représentons aujourd'hui, en tant que parti politique, pour nous dire qu'ici nous avons un problème et comment est-ce que nous pouvons régler ces problèmes. Et donc, si vous allez plus loin lorsque vous lisez la constitution de notre pays, vous constaterez que ceux qui doivent légiférer les lois, ceux qui doivent adopter, ceux qui doivent écrire certaines par formule de loi, qui doivent écrire certaines notions pour réglementer notre société, se sont extirpés d'un devoir constitutionnel, d'un devoir régalien de pouvoir déclarer leur patrimoine. Comment ça? Vous constaterez par exemple au niveau de l'article 99 de notre constitution, on veut que le président de la République, le Premier ministre et ainsi que les membres du gouvernement se présentent devant une structure pour pouvoir déclarer les patrimoines familiales. Mais ces mêmes exercices, on ne les retrouve pas dans les chefs de nos représentants, aussi bien national que provincial. Donc, les présidents de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui gèrent des fonds alloués pour la gestion de cette entreprise, de cette entité politique, et même les députés qui sont là, n'ont jamais déclaré leurs biens. Comment voulez-vous que dans un pays normal, dans un pays d'état de droit, qu'il y ait des personnes qui représentent le peuple, mais qui n'arrivent pas à déclarer le patrimoine? Et ça pose problème. Si on comprend bien, le problème est au niveau de l'application du texte, ou soit le problème est au niveau d'aborer directement la Constitution. Nous disons que pour l'instant, nous disons que pour l'instant, il ne faille pas simplement abolir toutes les lois ou toutes les dispositions constitutionnelles. Combien de dispositions avez-vous ciblées? Pour l'instant, nous sommes à plus ou moins 10, mais je sais qu'il y a beaucoup aussi qui pensent qu'il faille réviser certaines dispositions. Vous les énumérez si possible, afin de pleurer la lanterne. Bon, je viens de dire ici l'article 99, j'ai parlé de l'article 164 et j'ai parlé de ça. Parlez avec de précision, allez-y. Ben, j'ai dit l'article 99 qui veut que le président de la République déclara son patrimoine devant la Cour constitutionnelle, accompagné du Premier ministre et de son gouvernement, que cette même disposition puisse s'appliquer aux représentants du peuple. Donc le problème est au niveau de l'application? Non. Pas au niveau du changement? J'ai dit que cette disposition manque déjà. Parce que les députés provinciaux, les députés nationaux et les sénateurs n'ont pas une obligation légale d'aller déclarer leur patrimoine. Alors qu'ils gèrent. Ils peuvent arriver aux affaires en tant que parlementaires, ce sont des locataires, c'est normal, avec la jouissance de ce que les frais que le contribuable... Avec les salaires qu'ils gagnent.
avec les salaires qu'ils gagnent, ok, ils peuvent se retrouver à la fin du mandat, avoir une parcelle ou deux, mais pas 10. Sinon, ça sera de l'enrichissement illicite. Parce que si vous allez sous d'autres cieux, comme en France, les députés déclarent des patrimoines à l'entrée de la fonction parlementaire. Et donc, pourquoi ici, chez nous, le président Bosso ne me dira pas le contraire, le président du Sénat ne me dira pas le contraire, il n'arrive pas à légiférer une loi qui veut que les sénateurs, les députés nationaux ou provinciaux, ou encore les chefs de quartier ou les chefs de commune qui seront élus en temps opportun, puissent déclarer leur patrimoine. Il en va de soi. Lorsqu'on va dans un mariage, on déclare un patrimoine. Lorsqu'on vient demander le suffrage au niveau du peuple, il faut déclarer le patrimoine pour qu'on soit à vie. Donc, par rapport à ça, cette disposition manque. Et donc, nous pensons qu'il faut l'intégrer. Nous allons par exemple parler de les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les juristes. Vous allez constater dans certains cours et tribunaux, nous les avocats, arrivent. Nous sommes dans la recherche de la notion, parce que je n'aime pas trop me présenter comme tel, sinon ça laisse transpirer certaines... Donc, nous sommes dans la recherche du beau et du bien vivre. Et donc, vous constaterez que les juristes, les avocats, qui se mettent à défendre les intérêts des Congolais, arrivent par manque d'arguments commencer à soulever des exceptions d'inconstitutionnalité. Bloquant ainsi toute une affaire, bloquant ainsi toute une machine, parce que la loi veut que lorsque on soulève une exception d'inconstitutionnalité devant le juge saisi d'une affaire, ce juge doit se dessaisir pour saisir la Cour constitutionnelle. Alors que lorsque nous sommes dans un cas de mariage, lorsque nous sommes dans un cas de partage d'un patrimoine, vous soulevez une disposition d'inconstitutionnalité devant un juge, et ce juge ne peut pas analyser le bien fondé de cette exception. Alors, parce qu'elle dérogerait, ce juge pourrait déroger avec la disposition constitutionnelle qui veut que les exceptions soient directement tranchées par le juge constitutionnel. Vous constatez à la Cour constitutionnelle sur les juges naturels des anciens premiers ministres. Donc, au jour d'aujourd'hui, un ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, à la fin de ses exercices, lorsqu'il a commis une faiblesse, lorsqu'il a commis une malversation financière, il ne peut pas se retrouver devant un juge. Il est intouchable. Il ne peut pas se retrouver, il n'est pas intouchable, mais il ne peut pas se retrouver devant un juge qui pourrait attester de sa culpabilité ou de son innocence. Et donc déjà là, ça pose un problème dans la formulation de l'état de droit que nous voulons. Et donc, vous constaterez aussi avec moi, c'est pourquoi nous parlons en tant que parti politique, sur la révision constitutionnelle, vous constaterez que il n'y a pas un cadre juridique qui accorde au président de la République de rester en fonction au-delà du délai constitutionnel. Et mieux encore, il n'y a pas un cadre ou une disposition qui permette à la CENI de pouvoir convoquer les nouvelles élections lorsque le président déclaré vainqueur décède avant la prestation des serments. Et donc, toutes ces choses amènent notre parti politique à demander au président de la République. Parce que l'initiative de la révision constitutionnelle peut émaner du président de la République, du gouvernement, et aussi à un quart des parlementaires, mais voire aussi à 100 000 personnes qui signent une pétition. Donc, pour nous, étant donné que lorsque nous sommes allés au référendum en 2005, Etienne Tshisekedi, feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme, avait refusé cette constitution pour plusieurs difficultés ou faits. Et aujourd'hui, il appartient à son fils, qui gère la République, de pouvoir faire un recours, pour pouvoir voir qu'est-ce que le père avait refusé, qu'au jour d'aujourd'hui, je peux agencer pour que nous puissions aller de l'avant. Mais est-ce que pensez-vous que regardez la situation, M. Félix Tshisekedi sera-t-il en mesure de tout changer pour notre monde parce qu'il ne restait qu'une année? Il est président de la République. Il est président de la République. Il ne reste qu'une année. En 2011, nous avons révisé la Constitution. En 2011, nous avons révisé la Constitution et à la fin de l'année 2011, nous avons organisé les élections. La révision de la Constitution ne dépend pas de la période à laquelle on l'a fait. C'est le moment qu'on doit le faire pour éviter certaines crises constitutionnelles. Bien. Monsieur Paul Djamani, je rappelle que vous êtes un président du parti politique AVR. En fait, d'abord, je peux savoir, c'est quoi la particularité de votre parti politique? En fait, en quoi est-ce que votre parti politique AVR est différent de votre parti politique? En fait, de tous les autres partis politiques. Non, d'abord ici, c'est sur le plan textuel, c'est sur le plan des valeurs que nous prenons, parce qu'il faut rappeler ici que notre parti... Il faut rappeler ici que notre parti, d'abord, s'appuie sur certains principes.
nous avons le principe de la refondation, nous avons le principe de l'intégrité, nous avons le principe de, excusez-moi, de l'intégration, je voulais dire le principe de l'authenticité et du développement. Ce sont les 4 principes que nous appelons le RAID qui permettent à ce que notre parti politique puisse changer les choses, puisse voir les choses autrement, puisse demander aux Congolais et aux Congolaises de pouvoir croire en ce parti parce que demain, nous allons changer les choses. Donc, si je comprends bien, vous avez une vision hallucinante pour ce pays. Je crois que le Congo a une grande place à jouer dans le concert des nations et je pense que le président Tshisekedi, malgré les types qui sont dans la gestion actuelle, peut déjà baliser le terrain. Comptez-vous postuler un jour en tant que candidat président de la République? Si Dieu me permet d'être encore vivant, pourquoi pas? Êtes-vous un leader vraiment? Êtes-vous sûr que vous êtes vraiment un leader? Ben écoutez, lorsque David a combattu Goliath, est-ce qu'il était leader? Ce n'est qu'après, lorsque... Parlons de la réalité. C'est la réalité, non? Oui, parlons de la réalité. Je dis que c'était de la réalité. Okay. Lorsque David a combattu Goliath, est-ce qu'il pensait être leader? Ce n'est que hier, ou bien après ce combat, que les gens ont commencé à chanter. 10 000 pour David et 1000. Dans ce qui vous concerne? En ce qui me concerne, c'est au moment opportun, lorsque les gens comprendront ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ils vont commencer à dire, voilà, une nouvelle façon de faire les choses. Donc la véracité qui est promptement, monsieur Popol Djamani n'est pas encore un leader? Je vous ai dit ceci. Mais vous comptez devenir peut-être... Non, d'abord, il faut comprendre par leadership, par leader. C'est ce qu'on entend par leader, par leadership. C'est quelqu'un qui incarne certaines visions. C'est quelqu'un qui, autour de lui, donne, émet des signaux positifs sur la gestion de quelque chose. Ok? C'est pourquoi j'ai été posé la question. Je vous ai présenté un fait en disant, David, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, était-il leader? Parce que c'est celui qu'on devait suivre. Parce que les leaders, c'est celui qu'on suit. David, devant Goliath, qui l'a suivi? Il était empêché par ses propres frères, mais lorsque la tête de Goliath est tombée, la donne a changé. Popol Djamani, aujourd'hui, est en train de prôner certaines valeurs. Popol Djamani, aujourd'hui, parle de la révision constitutionnelle. Popol Djamani, aujourd'hui, parle du dialogue national pour que nous puissions stabiliser les institutions politiques. Popol Djamani, aujourd'hui, parle du soutien tous azimuts de tous les acteurs politiques aux forces armées congolaises. Et donc, une fois que le message sera suivi, c'est à ce moment-là que ceux qui vont nous accompagner vont dire que ce monsieur était un leader. Et que dire de ceux qui estiment que votre parti politique est un parti politique malade? Vous savez, c'est aussi ça, cette dégression des Congolais et des Congolaises. Lorsqu'on parle d'un parti malade, ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne qui n'est pas de votre famille biologique, qui n'est pas de votre famille ethnique, croit déjà aux valeurs que vous prenez. Et que si ces personnes se retrouvent déjà dans 20 provinces, et dans les 20 provinces d'où ils sont ressortissants, ils font à ce que votre parti, les partis pour lesquels ils ont adhéré, les partis politiques pour lesquels ils croient, puissent être entendus sur le terrain. Ah, comment vous avez parlé d'une partie mallette? Combien de membres avez-vous présentement? Non, je dis déjà que... D'abord, où se trouve le siège de votre parti politique? Mais vous avez posé une question et je vais répondre à d'autres. Nous sommes en train d'installer de manière un peu plus grande parce que nous avons... Oui, nous sommes en train d'installer de manière progressive. Déjà, je dois vous informer que notre parti politique, nous avons déjà des Congolais qui vivent de la diaspora, qui ont adhéré. Donc nous avons un représentant aux États-Unis, nous avons un représentant en France, nous avons un représentant en Belgique, nous avons un représentant en Afrique du Sud, nous avons un représentant en Angola. Déjà pour ce faire. Et ensuite, au niveau des provinces, nous sommes au Congo central, nous sommes dans la province de Nord Sulubagi, où moi je suis ressortissant. Nous sommes dans les deux Kassai, nous sommes dans la province aujourd'hui, bon, démembrée, c'est la province du Katanga, mais nous sommes, comment dirais-je, à Tanganyika, plus précisément. Et donc, nous sommes aussi, déjà là, nous sommes aussi dans la province du Kivu. Et donc, ces personnes-là, qui ont cru en parti politique, et à Kinshasa, nous avons toute la structuration formelle. Et c'est Kinshasa, c'est trop le siège? Je vous indique que nous sommes en train d'installer le siège de manière progressive, parce que nous voulons installer le siège national sur l'avenue Niangara. Vous voulez? Oui, parce que la maison est en train d'être aménagée. On n'entre pas dans une maison sans aménager. Parce que lorsque vous avez commencé un parti politique il y a 4 ans et que vous êtes en train d'accroître la famille politique, il faut changer les cadres. Nous avons été à Bandalungwa, notre siège, et maintenant que la famille politique s'est agrandie, il faut agrandir les meubles, il faut agrandir l'espace pour recevoir des gens. Votre parti politique est agrandi. Combien de membres avez-vous?
Ça, la question, je laisserai au secrétaire général, si vous lui donnez la question, il va poser. Mais déjà, pour moi, je sais que nous avons déjà plus de 50 membres. 50 membres. Ouais. 50 membres. Plus de 50 membres. Attention. 1, 2, 3 jusqu'à 50. Oui. 50 membres, seulement. J'ai dit nous Moi, sommes. parti politique. Mais oui, parce que... Qui date depuis 2018. Mais si, normal. mais si lorsque nous parlons des membres, nous parlons de quel type de membres? La question que vous aurez posée. Nous parlons de quel type de membres? Est-ce que nous parlons des membres effectifs ou nous parlons des cadres, des gens qui assument des fonctions? Alors quand je présente ces membres-là, c'est pour les personnes qui assument des fonctions. Tout le monde ne peut pas venir avoir une fonction sans un parti politique. Et comment structure l'équipe dirigeante de votre parti politique? Il y a le président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire général, il y a un premier secrétaire général adjoint, il y a un deuxième secrétaire général adjoint et il y a des secrétaires nationaux à tous les niveaux. Est-ce qu'il s'agit de lancer un message aux Congolaises et Congolaises, en fait, qui aimera peut-être des mois après demain rejoindre votre parti politique? En fait, ça sera quoi votre message? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais rappeler ici que le samedi 10 décembre 2022, nous organisons une marche. Et j'invite votre équipe aussi, qui m'avait invité aujourd'hui, à venir nous suivre. Vous verrez vous-même, de vos yeux, comment est-ce que nous sommes sur le terrain. Et donc, le 10 décembre 2022, nous organisons une marche. La dite marche aura pour objet de sensibiliser les Congolais sur le processus de révision constitutionnelle tel que je vous ai présenté ici, de sensibiliser les Congolais sur le processus de la création d'un cadre pour que les acteurs politiques, nous puissions échanger pour pouvoir arrêter une feuille de route pour mettre fin à la balkanisation, au projet de balkanisation de notre pays, mais aussi soutenir nos forces armées. Voilà. Et comment les Congolais et les Congolaises peuvent faire en fait, pour Oui, pour revenir à cette question, pour l'instant, nous sommes ici sur nous sommes à Niangara 135. Ok, Niangara 135. Ils peuvent venir. Mon numéro de téléphone, il est très ouvert. Je suis sur 081. Votre numéro de téléphone? Mais je suis président. Pourquoi ne pas le donner? Je ne parle pas du numéro du secrétaire général. Je donne le numéro du président national. Le numéro du président. Si vous m'appelez... Mais oui, si vous m'appelez, je vous dirai, contactez telle personne, je vous donne. Ok, allez, allez, je vous écoute. Mais donc, 081 076 16 00. Ce n'est pas une question parce qu'on donne les numéros que nous devons être privilégiés. Non, nous sommes de ceux qui pensons que les valeurs doivent changer. Nous devons servir la République, nous devons servir ceux qui croient en nous, nous devons penser autrement. Vous savez, la difficulté que nous avons dans la gestion de la République, c'est de constater que les services d'intelligence n'analysent pas les propos tenus par les acteurs politiques dans les médias. Les services d'intelligence qui sont placés dans des cabinets politiques n'analysent pas les lettres qui sont élaborées à destination des autorités pour présenter certains faits. Et vous conviendrez avec moi que ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque vous prenez les travaux et les mémoires de fin des cycles des étudiants, dans lesquels ils élaborent des projets et ils répondent à des préoccupations soulevées dans la gestion de tel ou tel cas, vous constaterez que l'entreprise qui reçoit un étudiant, qui fournit à l'étudiant des informations complémentaires ou substantielles pour la recherche de l'élaboration de son travail ou de son mémoire, lorsque l'étudiant finit ce travail, il dépose ce travail devant le service habilité au sein de l'entreprise, les mêmes mots continuent. Alors que l'étudiant a résolu un problème. Alors que l'étudiant a résolu une problématique qu'il a trouvée dans la gestion de l'entreprise auprès de laquelle il a soutiré les informations pour pouvoir élaborer son plan de travail. Donc, de ces faits-là, nous, notre parti politique, nous avons déjà estimé, et en son temps, nous avons saisi le président de la République pour lui dire qu'il était important de pouvoir prendre l'outil informatique et de l'intégrer dans le système de guerre. Comment ça peut se faire? Je suis en train d'expliquer. Parce que lorsque vous intégrez l'outil informatique dans le système de guerre, vous allez comprendre qu'on peut faire ce qu'on appelle créer des brouillages. Aujourd'hui, nous avons des gens qui les manœuvres militaires au front. Comment est-ce que nous pouvons bloquer cela? Ce n'est pas de la dictature. C'est qu'en temps de guerre, il faut savoir gérer l'information. Et donc, il faut rappeler ici que je suis aussi informaticien. Oui, je suis assistant en informatique. Donc voilà. Et là, c'est une information. Donc voilà. Donc j'ai fait l'intelligence artificielle
en mémoire de fin de cycle. Et donc, nous avons présenté au chef de l'État qu'on peut utiliser l'informatique comme outil de guerre. Ok? Mais est-ce que le service compétent et habilité du chef nous a entendus? Est-ce qu'ils ont voulu comprendre ce que nous avons mis dans notre pensée? C'est aussi ça tout le rôle. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, c'est comme je vous dis, nous avons été les premiers partis politiques avant la déclaration du chef de l'État à dire qu'il est important que nous lançons la mobilisation générale parce qu'il y a la guerre à l'Est. Et aujourd'hui, je vois la classe politique s'est vantée. Donc vous comprenez que nous avons une certaine vision des choses parce que nous accompagnons quelqu'un qui croit en ce Congo. Qui croit en ce Congo. Et donc le président Tshisekedi, là où il est, croit fermement que ce pays doit décoller et devra décoller. Bien, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de recevoir un jeune ambitieux, un jeune intelligent. Je ne le dis pas parce qu'il est à ma droite, mais je le dis parce que je l'ai senti. Il est vraiment intelligent. C'est vrai, en fait, c'est vraiment un monsieur intelligent et que je vous demande de lui faire vraiment confiance. Bien, mesdames et messieurs, je rappelle que j'ai aussi pour vous aujourd'hui Monsieur Popol Djamani, le président du parti politique dénommé Alliance de valeurs républicaines. Il est l'invité de l'émission Le Congolais s'exprime de ces jours. Mais Monsieur Popol Djamani, on va poursuivre cette émission. En fait, il n'y a pas plus tard qu'hier, le président de la République se prononçait en ce qui concerne la question sécuritaire. En fait, d'abord, je peux savoir quel est votre point de vue quant au discours du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président de la République a coupé court. En tant que garant des bons fonctionnements des institutions, il y a un groupe d'individus qui pensent que le président de la République aurait signé des accords au nom duquel certains terroristes pourraient se réclamer. Le président de la République nous a retracé sa vision, ses démarches lorsqu'il a pris ses fonctions et qu'est-ce qu'il a déjà porté comme concret sur la gestion sous sa gestion en rapport avec les autres pays voisins. Il s'est fait qu'il a rappelé cette histoire. Et ensuite, lorsque la crise a éclaté, il dit voilà ce que j'ai entrepris de faire. Voilà ce que j'ai fait. Voilà là où la communauté internationale, la communauté africaine doit savoir où en est le Congo par rapport à l'agression. Agression voulue par un pays qui est bien qualifié, qui est bien ciblé, qui est bien connu et dont les autres membres de la communauté internationale se refusent de prononcer mais demandent simplement à ceux qui combattent par procuration de pouvoir abolir ou bien de pouvoir déposer les armes. Le président de la République n'a pas mâché ses mots. Il a dit qu'il a été poignardé dans le dos. Ne pensez-vous pas que c'est un discours en fait très plaintif, comme estime peut-être celui de l'homme? Ce n'est pas un discours plaintif. Ceux de l'opposition pensent que ce n'est pas un discours très plaintif. Ce n'est pas un discours plaintif. Le président de la République honoraire Joseph Kabila a joué la même musique en son temps. Je vous rappelle que nous avons eu un accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord cadre né de quoi? Parce que le président de la République à cette époque a joué la même musique que le président de la République actuelle. Vous savez, le Congo, il faut le prendre dans... Mais Kabila a réussi à poudrer les M23. C'est pourquoi nous disons ceci. Kabila a réussi à mettre des terres le M23 parce qu'il y a eu des accords politiques. Il y a eu des accords politiques. Sur base d'un combat. J'ai dit d'abord commençons sur les accords politiques. Rappelons ici que la République démocratique du Congo a eu plusieurs accords. Il y a eu l'accord de Sun City qui a voulu que les belligérants se mettent d'accord. Et ensuite, il y a eu l'accord d'Addis Abeba. Il y a eu les concertations nationales. Aujourd'hui, le président Tshisekedi qui prend le pouvoir se retrouve face à un agresseur qui est connu. Il est important de dire à tout Congolais, mettons-nous d'accord, mettons-nous ensemble pour bouter l'ennemi à l'extérieur. Il faut donner des moyens à l'armée, il faut une loi de programmation militaire, il est en train de le faire, le gouvernement semble être en train de conduire une politique poignante sur cette question, et nous pensons qu'avant la fin du mandat du président de la République, il faut rappeler ici d'abord une chose, que la crise à l'Est n'est pas née de l'accession du président Tshisekedi au pouvoir. L'arrivée du président Tshisekedi, il n'a trouvé que des problèmes à l'Est. Et dans son discours inaugural, lorsqu'il prenait ses fonctions, il a dit
que là où, comme Joseph Kabila l'avait dit en son temps, on devra parler de la paix, j'y viendrai. Je mettrai mes pieds pour entendre comment est-ce que les autres pensent pour le Congo et comment instaurer la paix pour les Congolais. À part il était même prêt à donner sa vie pour la paix. C'est une disposition constitutionnelle. C'est une disposition constitutionnelle, oui. Le sacrifice suprême. C'est une disposition constitutionnelle qui est donnée à tout chef d'État, à toute personne qui assume les rôles régaliens de la protection de l'intégrité territoriale de ce pays. Et donc, le président de la République l'a rappelé, le sénateur Avi Joseph Kabila l'a rappelé pour dire la passion du Congo. Il a une passion pour le Congo. Le président Tshisekedi est déterminé. Et donc, cette situation, comme je vous ai dit de l'Est, ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, si nous nous mettons d'accord, par clivage, si nous nous mettons d'accord, acteurs politiques, nous chantons un même langage. Ici, pour ma part en tant qu'acteur politique, j'aimerais inviter le Premier ministre Samba à convoquer un forum national et puis un forum international. Pourquoi? Au forum national, je voudrais qu'il puisse dire exploiter nos richesses selon les conditions congolaises. Qui seront les participants de ce forum? Les acteurs politiques. Seulement. D'abord, j'ai bien dit national. Pourquoi? Parce que la guerre que nous vivons tous les jours de ce pays, c'est une guerre des richesses. C'est une guerre des richesses. Ça, c'est de un. De deux, le gouvernement doit mettre fin à cette manière de donner aux ONG des arrêtés. On doit revoir la vie des ONG en République démocratique du Congo. Parce que ces ONG sont subventionnées par des personnes qui n'ont rien à voir avec le Congo. Ils sont là pour critiquer, ils sont là pour donner l'information, ils sont là pour déchanter le peuple congolais qui croit à un avenir radieux. Et donc, de ces faits, comment voulez-vous qu'une ONG qui est subventionnée par une communauté internationale n'a même pas des bâtiments qui représentent cette communauté internationale? Et donc, ça pose un problème. Donc, pour ma part, il faut, et je l'ai dit ici tout à l'heure, que le Premier ministre, ou, selon le cas, le président de la République, puisse voir dans la mesure comment créer un cadre pour pouvoir dire, vous voulez exploiter nos richesses, voici nos conditions. Au-delà du code minier, au-delà de la Constitution, nous trouvons un agenda, nous avons un plan de génération pour dire, voici, nous avons tel minerai, ça sert à ceux-là, ça sera vendu par ceci, et voici les acteurs ou les pays qui ont des privilèges. Que nous arrêtons de traiter avec les opérateurs libres économiques, que nous traitons les questions des richesses avec les États. Parce que si nous traitons avec l'État, vous allez à la Belgique, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin, par exemple, du caoutchouc, à titre d'exemple. Vous allez en Chine, vous avez besoin de quoi? J'ai besoin du cobalt. Moi, la République démocratique du Congo, je traite avec vous, État chinois. Vous, État chinois, traitez avec vos opérateurs économiques à l'intérieur. Mais voici les conditions du Congo. Et ça va diminuer la tension parce qu'on aura pris les problèmes en main. On aura pris les problèmes en main. Et ici, il faut rappeler aussi que la francophonie n'aide pas le Congo. Comment ça? Le Congo est le plus grand pays francophone. Le Congo est agressé par un ancien pays francophone, le Rwanda. La francophonie a comme secrétaire général une ressortissante rwandaise. Et tout l'espace francophone n'arrive pas à comprendre que si les pays comme la RDC quittaient cet espace, il y aurait une perte énorme. Donc, nous avons déjà saisi le secrétaire général de la francophonie pour lui rappeler le silence légendaire dont elle fait preuve sur cette question. Mais oui. Il faut que la francophonie parle. Si vous lisez la charte de la francophonie, vous allez voir, on parle de la coopération, on parle du langage culturel, on parle de la protection des États membres de la francophonie. Mais à ce jour, il n'y a pas eu un communiqué du secrétaire général de la francophonie et nous voyons des communiqués, entre guillemets, des structures. L'Union européenne, l'Union africaine. Nous voulons d'abord que là où la RDC est représentée comme
la francophonie, qu'on ait un message clair de la secrétaire générale de la francophonie qui du reste est rwandaise. Voilà un peu. Donc nous attendons beaucoup de notre marche du 10 décembre, où nous allons inviter, d'ailleurs je profite de votre canal médiatique, pour inviter les jeunes républicains, les jeunes patriotes, les jeunes intellectuels, qui pensent Congo autrement, qui voient une vision du Congo autrement qu'à celle que nos grands-pères ont vécue, de venir en masse, soutenir les FARDC, soutenir le processus de la révision constitutionnelle. Nous ne pouvons pas aller aux élections l'année prochaine tant que nous ne savons pas à quoi ou qui peut juger un ancien Premier ministre de ce pays. Nous ne pouvons pas aller aux élections tant que nous savons que les députés nationaux, les députés provinciaux et les sénateurs, auprès de qui nous allons donner notre voix, ne peuvent pas déclarer les biens qu'ils ont avant de pouvoir nous donner un mandat. Vous conviendrez avec moi, j'ouvre une parenthèse. La Constitution veut que les arrêts de la Cour soient exécutoires. Aujourd'hui, notre Constitution a une digression, s'il faut le dire, parce qu'il y a eu un arrêt qui a voulu faire que les anciens gouverneurs puissent revenir comme députés nationaux. Le président Bosso s'appuie sur un article, une disposition du règlement intérieur, qui veut que le mandat de député national est incompatible avec tout autre mandat électif. Il faut rappeler que le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, ici l'Assemblée nationale, a été... en fait, il y a un arrêt. Nous nous trouvons ici face à un arrêt de la Cour qui réhabilite, en fait, qui demande à ce que les anciens gouverneurs qui sont déchus, qui sont encore en mandat, puissent revenir députés nationaux. Les cas d'Atou. Les cas de celui qui... Voilà. Comment s'appelle le monsieur Nerombo. Voilà. Et les autres. Qui viennent réintégrer leur poste. Mais on se retrouve avec une disposition réglementaire qui dit qu'il ne pouvait plus se déclarer être député national. Qui a tort, qui a raison? Nous disons ici que le garant bon fonctionnement des institutions, le président de la République, doit voir en cela qu'il faille renforcer la disposition exécutoire des arrêts de la Cour. Que toutes les personnes, chefs des structures politiques, qui se mettraient à entraver l'exécution d'un arrêt puissent être poursuivis et démis de ses fonctions. C'est aussi ça le pouvoir régalien de l'état de droit. Je sais que c'est une disposition pour laquelle le président Bosso s'assoit, qui est claire, mais face à un arrêt, soit vous introduisez un recours pour dire, tiens, il y a peut-être ici une erreur matérielle ou bien peut-être une mauvaise interprétation, mais ici c'est la Cour qui a rendu un arrêt. Donc, qu'elle soit mauvaise, mauvais ou qu'elle ne vous paie pas, exécutez-les d'abord. Sinon, nous allons nous retrouver avec des arrêts des hautes juridictions de ce pays qui sont bloqués par des individus qui prétendent être plus forts que la loi. Bien, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'à fait 2 minutes 30 secondes, je parle de la fin de cette émission. Et je vous rappelle que j'ai aussi pour vous aujourd'hui Monsieur Popol Djamani, le président du parti politique Alliance de Valeurs Républicains, AVR en sigle. Monsieur Popol Djamani, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de cette émission, si possible, regardez la caméra et conclure l'émission. Merci beaucoup parce que vous m'invitez à votre émission quelques jours après le discours légendaire du président de la République. Un discours responsable, un discours interpellateur, un discours qui nous amène, nous, en tant que fils congolais, filles congolaises, de croire en l'avenir de ce pays. C'est ainsi que moi aussi, je profite de votre canal médiatique pour inviter les Congolaises et les Congolais, les Kinois en particulier, à venir être avec nous le 10 décembre 2022 à la marche que nous organisons. Marche qui se veut pour soutenir les forces armées congolaises, marche qui se veut pour soutenir le processus de la révision constitutionnelle au regard des faits que j'ai étalés tout au long de cette émission. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés parce qu'à la fin de cette émission, je sais que vous avez aimé, n'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne de la télévision, ainsi qu'à Jean-Marie qui était derrière la caméra. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.